Eh bien bonsoir à tous, on est le mercredi 9 septembre et je voulais déjà dans un premier temps vous remercier pour les commandes de miel que vous avez passées via le site. Ça me fait vraiment plaisir et puis tous les petits commentaires que vous avez laissés pour ceux qui ont jeté un petit coup d'œil sur le site. Je les remercie pour les gentils messages que vous m'avez laissés. Aujourd'hui, je voulais parler avec vous d'un sujet dont je vous ai déjà posté une photo ou deux au sujet du stockage de mes hausses une fois que j'ai fini de les récolter. Je les stocke sur palettes, donc sur des palettes, elles sont sur 9 de haut. Et ensuite, je les mets sur une remorque. C'est la fameuse remorque et le 4x4 que vous avez vu la dernière fois. Donc je les stocke sur une remorque et ensuite je les emmène dans un de mes ruchers, dans un champ, bien éloigné de la population, hein, parce que en fait je les mets et je mets ces hausses-là à lécher. Donc je les mets à côté de ruches d'essaims que j'ai fait cette année. Et les abeilles, elles vont aller lécher les micro-gouttes de miel qui se trouvent sur les hausses. Alors, je vais vous montrer la remorque. C'est un petit peu impressionnant parce qu'il y a beaucoup d'abeilles. Mais c'est le moyen le plus efficace pour conserver ces hausses et justement pour éviter que la cire moisisse durant l'hiver. Parce que si on ne retire pas le restant de miel qu'il y a, si c'est des toutes petites gouttes, ça finira par moisir et remettre ça dans une ruche après, il risque d'y avoir des levures dans le miel et c'est pas bon pour la conservation et pour la production de miel. Voilà, donc là on est sur un de mes ruchers. Les ruches là, elles sont elles sont là pour aller ensuite lécher les hausses que j'ai mis sur la remorque qui se trouve là-haut derrière moi. Moi je ne vais pas me rapprocher de la remorque parce que j'ai pas de tenue. Et puis les abeilles sont quand même fortement énervées, excitées par l'odeur du miel qui se trouve dans les hausses là-bas. Pour ce qui est de ça, je la laisse comme ça 48 heures. Au bout de 48 heures, je vais les restocker sous mon hangar. Voilà, là derrière moi, on a la pile de hausses qu'on vient d'empiler aujourd'hui. Ce sont des hausses qui ont été pillées il y a 48 heures, donc ça tourne encore un petit peu à ce moment-là de la journée. Dans ce tonneau, je stocke la cire que j'ai ramassée de la remorque. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est un peu les brèches que les abeilles ont grattées pour récupérer la cire des cadres de hausse. Ensuite, je fais gaffe parce qu'il y a quand même quelques frelons qui tournent autour de ça. Et après, ces hausses-là, ce sont des hausses qui ont été mises à lécher et on peut voir que la cire, elle n'est pas abîmée quoi, en fait. Hein. Elle ne dégrade pas le cadre en lui-même. Il reste nickel comme ça, mais sinon ça n'abîme pas les cadres du tout. Alors bien évidemment il va de soi qu'on peut mettre à piller les hausses comme ça sur une remorque que si on est loin des habitations, il ne faut quand même pas faire ça à côté du voisin parce que le pauvre il risque de flipper un peu en voyant toutes ces abeilles. Et évidemment, il faut être sûr de l'état sanitaire de ces colonies. Si vous avez des cas de loques européennes ou de loques américaines dans le coin qui sont connus et avérés, il est bien entendu qu'il faut éviter ce genre de pillage sur remorque. Voilà ce que je pouvais vous dire. C'est vrai que dans l'idéal, il faudrait que je repose une hausse, voire deux hausses vides extrait sur chaque ruche et que les ruches lèchent les cadres et ensuite il faudra encore que je ressouffle les hausses et que je les stocke comme ça derrière moi. Bien évidemment vu le nombre de ruches que j'ai, je peux pas me permettre de faire ça.
Sinon, je pense que je ferai la fin de mon hivernage au mois de décembre. Et là, franchement, il devient urgent que je m'occupe des colonies pour qu'elles passent un bon hiver. Comme ça, les hausses sont conservées sous le hangar. Donc, c'est ventilé, hein, l'air passe au-dessus, en dessous. Et puis, c'est un bâtiment qui est quand même l'hiver qui est tout le temps exposé au froid. Donc j'ai pas de problème de fausse teigne pour le stockage des hausses. Pour stocker vos hausses, l'idéal c'est de les mettre carrément sur un côté nord où il y a toujours un courant d'air. Parce qu'en fait la teigne n'aime pas les courants d'air et elle n'aime pas le froid non plus. Donc si vous voulez vraiment conserver vos hausses pour éviter que la teigne se mette dedans, l'idéal c'est de les mettre côté nord avec un courant d'air tout le temps, et là vous êtes tranquille, elle ne viendra pas s'installer. Puis voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui au sujet du stockage des hausses. Ensuite, je voulais refaire un petit question-réponse, c'est-à-dire pour les questions qui m'ont été posées pour la vidéo que je vous ai fait la dernière fois, donc la vidéo qui date du 29 août dernier, où je vous parlais de la conservation de mes raceuses. Alors, je vais reprendre ma petite checklist, mon portable. J'ai Peps qui est là-haut, qui m'attend bien sagement parce qu'elle trouve que les abeilles tournent un peu trop à son goût, donc elle est prudente, elle reste à l'écart des ruches. Voilà, on va revenir là donc au sujet des questions que vous m'aviez posées. Et donc il y avait Olivier qui me demandait pourriez-vous me dire comment vous rassemblez vos nucléi en fin de saison sans que la reine soit agressée? Alors si vous voulez réunir vos mini plus, par exemple vous avez une mini plus, donc vous avez retiré la reine et que vous voulez rassembler avec une autre mini plus où il y a une reine à l'intérieur en ponte. Alors ce que vous devez faire, c'est toujours mettre la reine qui pond à l'étage supérieur. Donc vous allez mettre votre mini plus avec la reine en ponte en haut. Vous allez mettre un papier journal dans lequel vous allez faire un petit trou. Et en dessous, vous allez mettre votre compartiment orphelin. Comme ça, le but, c'est que les abeilles du bas, enfin que les butineuses du bas, ne remontent pas dans l'élément du haut pour pouvoir, pour pouvoir aller butiner, pour pouvoir sortir. Ça évite qu'elles croisent donc la reine. Donc le meilleur moyen pour moi, c'est que la reine fécondée reste à l'étage et soit en sécurité. Et puis les abeilles vont se réunir, vont manger le papier journal tranquillement, faire connaissance, et puis elles vont se regrouper comme ça. Bon alors après, moi, mes abeilles, ce sont des buckfast, donc je peux me permettre de faire comme ça. Après, avec d'autres races, je ne connais pas. Donc je ne peux pas vous dire comment faire pour un autre type d'abeille. Il y avait aussi Adrien qui me posait la question pour le temps d'orphelinage. C'est vrai que dans la vidéo, j'ai pas fait du tout d'orphelinage parce que je travaille en buckfast, c'est la grande raison. Et puis ce sont des abeilles qui sont très calmes. Je ne vais pas les prélever sur des colonies F2 parce que bon, ça m'arrive aussi. Je ne travaille pas tout en F1 non plus, mais ça m'arrive aussi également qu'il y ait eu un loupé sur un nucléi et que finalement on se retrouve en F2, que c'est un petit peu plus nerveux. Je ne vais pas prélever ces colonies-là sur de la F2. Et je vais prélever sur des colonies qui sont calmes, que je connais le comportement. Et je ne fais pas du tout d'orphelinage parce que c'est vrai que même pour les essaims, la journée ou pour remplir des mini plus, on prend les cadrons, on remplit la mini plus et direct je mets soit ma cellule ou soit ma reine fécondée comme on a vu là
dans la dernière vidéo. Je peux me permettre de faire ça parce que c'est de la buque, parce que c'est calme. Je ne m'amuserai pas à faire ça, peut-être avec des abeilles noires sans orphelinage. Il faut rester prudent. C'est bien parce que je travaille en Buckfast et que c'est des colonies douces. Le mieux, c'est de faire un orphelinage de 8 jours et afin d'être sûr déjà que les abeilles n'ont plus le choix que de prendre votre reine, quoi, en fait. Donc voilà pourquoi moi je ne fais pas d'orphelinage. Ensuite, j'avais une autre question. Oui, les raceuses et les autres mini plus sont-elles hivernées sur un seul corps? Alors ici, comme vous le voyez ici aussi, les mini plus qui sont là, tout est hiverné sur un seul corps. Je monte pas de corps, sauf si je fais des réunions, mais ça c'est quand même très rare, surtout à cette époque-là de l'année. Tout est hiverné sur un corps parce que chez moi les hivers sont pas très rigoureux. On n'a pas des hivers à moins 10, moins 15. Le plus froid qu'on ait, c'est du moins 5. Donc c'est pas vraiment du grand froid. Pour les hiverner sur un corps, donc vaut mieux que vous ayez des hivers pas trop froids. Et surtout, ce qu'il faut prévoir, c'est de les blinder en nourriture pour les hiverner. Là, je pense qu'on va démarrer d'ici la semaine prochaine parce que en ce moment, je suis en train d'extraire le miel de luzerne. Là, on a commencé d'extraire la toute dernière récolte vendredi. Donc ça fait vendredi, lundi, mardi, mercredi, ça fait 4 jours d'extraction et il nous reste encore 2 jours d'extraction. Donc je pense que vendredi, ce sera fini pour cette saison 2020. Et moi, je suis bien contente qu'on arrive au bout parce que je commence à être un petit peu fatiguée. Et surtout, j'ai hâte de faire le tour de tout le monde, de voir tout le monde et voir si tout le monde va bien. Bon, c'est pas que les colonies vont mal, hein. Je pense qu'elles sont plutôt en bonne forme puisqu'elles ont terminé sur la luzerne. Donc je ne me pose même pas la question de voir si elles manquent de provisions puisque là, pour le moment, elles sont plutôt blindées. Donc pour revenir au mini plus, je les hiverne sur un corps parce que moi, mes hivers sont pas froids. Et je les blinde bien en nourriture s'il y en a besoin, si elles n'ont pas terminé sur la luzerne. Et surtout, je fais le traitement varroa aussi pour être sûre de réussir mon hiver. Voilà pourquoi. Et puis, pourquoi je les hiverne sur un corps aussi, c'est parce que je veux avoir un maximum de reines fécondées pour l'année prochaine, pour moi refaire des essaims. Parce que là, j'ai des colonies en ruche de production qui ont essaimé, qui ne se sont pas remérées, qui sont devenues orphelines. Et il était trop tard pour refaire un essaim, pour les redémarrer. Je préfère secouer tout le monde et repartir de zéro l'année prochaine en mettant une reine fécondée de 4 de couvain. Et puis en plus cette méthode-là, ça me permet de maîtriser un petit peu mon essaimage. Voilà pourquoi j'hiverne sur un corps. La question suivante, elle est un petit peu plus technique. C'est une question au sujet de l'élevage des faux bourdons. C'était la question de Sylvain qui est au Canada et qui me dit donc que le frère Adam, lui, il sélectionnait les faux bourdons pour adoucir le caractère de la colonie. Ça, c'est vrai. Au niveau de l'agressivité, c'est toujours transmis par les mâles. Donc c'est-à-dire que si vous ne faites pas gaffe au comportement de votre colonie, c'est pour ça que moi quand je sélectionne mes ruches à mâles, la première chose sur laquelle je vais regarder, c'est son comportement, sa tenue de cadre. Sa douceur, si vous faites des gestes au-dessus des cadres et qu'elle commence à vous suivre vos doigts et être un petit peu agressive, à vouloir vous piquer, bon, celle-ci, c'est clair et net qu'elle ne fera pas partie des ruches,
de la sélection que je vais faire pour faire mes mâles. Le comportement d'agressivité, il est transmis par les mâles. Donc là, premier point à faire si vous voulez faire des ruches à mâles, c'est de prendre les colonies les plus douces. Et puis après, bien sûr, en ayant sélectionné la douceur, je sélectionne aussi la production de miel, puisque moi, mon principal travail, c'est de produire du miel et de vivre de mon métier. Donc voilà, donc c'est vrai que à ce niveau-là, ce sont les mâles qui transmettent la douceur ou l'agressivité. Si on se plante, si on a mal sélectionné, on se retrouve avec des abeilles un petit peu piquantes. Si une autre question là, on va terminer là-dessus sur un autre monsieur qui s'appelle aussi Sylvain, qui me demande pas de vente de reines sur ton site. Alors non, je ne vends pas de reines sur mon site internet, c'est pas prévu pour le moment et tout simplement parce que j'ai trop de travail. Et cette année, je me suis un petit peu engagée à élever des reines pour le prochain Arista. Donc Arista, en fait, ce sont des bénévoles, mais pas que. Il y a aussi des gens qui font de la recherche pour arriver à sélectionner une abeille résistante au varroa. Donc je me suis engagée à travailler sur environ une centaine de ruches et donc une centaine de reines pour leur fournir des mâles pour 2021, voire 2022, enfin on verra bien. Pour le moment c'est tout nouveau, donc c'est pour ça que j'en parle pas trop. Je dois faire justement le point à ce niveau-là sur ces différentes lignées. Et je ne vends pas de reines parce que justement je voudrais arriver à bien sélectionner. C'est pas que je sélectionne mal en ce moment, mais je voudrais me garder du temps pour ce projet-là. Parce que le varroa, c'est, mine de rien, c'est, pardonnez-moi l'expression, mais c'est une saloperie. Et le rêve de tout apiculteur, ce serait un jour de se passer de tous les traitements chimiques, malheureusement qu'on est obligé d'appliquer, comme pour moi ici au mois de septembre, je vais commencer à poser mes lanières. Donc là, je vous fais un petit récap, mais vous allez dire, oh là là, tu n'as pas encore traité le varroa. Je ne peux pas traiter le varroa parce qu'on est en production de luzerne et quasi toutes mes colonies sont sur la luzerne, puisque on est dans le département de la Marne et ici on avait encore des luzernes en fleurs pas plus tard que la semaine dernière. Voilà ce que je voulais vous dire à propos de ça. Donc je ne fais pas d'élevage de rennes pour me concentrer justement sur ce projet-là qui me tient vraiment à cœur. Et puis bon, j'ai quand même des amis que je ne veux pas décevoir qui sont en Belgique. Je leur fais un coucou. Et bon voilà, je voudrais mener à bien. On m'a quand même donné du matériel génétique qui a quand même une certaine valeur à mes yeux et à leurs yeux aussi. Donc pas d'élevage de rennes pour pouvoir me concentrer vraiment là-dessus et arriver à sortir quelque chose de bien, quoi. Voilà. Voilà ce que je voulais dire pour ce soir. On va faire une petite prise de vue, je pense, d'un peu plus près de la remorque, parce que là, je ne sais pas quelle heure il est. Il va être 20 h là. Hein, j'ai fini à la miellerie, j'ai plus qu'à remonter à la miellerie. Oui, il me reste encore une bricole à faire, c'est vidanger le fondoir comme tous les soirs. Et puis après, je vais me rentrer, m'occuper de ma petite famille. Voilà. Et je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. J'espère pouvoir vous mettre cette vidéo en ligne assez rapidement. Et puis, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. À ciao! On y va, Peps, on rentre? Allez! On y va? Allez, Peps! Allez, grosse, viens! Allez! Allez, Peps! En voiture!